Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va parler d'une douleur que, franchement, pas mal de gens connaissent, la douleur au talon. Et plus précisément, on va se concentrer sur ce qu'on appelle la fascite plantaire, ou parfois on entend aussi aponévropathie plantaire. Mhm. C'est un problème hyper courant. Beaucoup de patients, peut-être comme Philippe, ou Mohamed, Nathalie, ou encore Martine, y sont confrontés. Notre but aujourd'hui, c'est simple. On va décortiquer ça avec des mots clairs pour qu'on comprenne bien ce qui se passe là sous notre pied. Tout à fait. C'est vrai que c'est une condition qui peut être vraiment pénible au quotidien, mais souvent quand on comprend un peu mieux le mécanisme, ça devient plus facile à gérer. On va essayer ensemble d'éclaircir un peu tout ça, de répondre aux questions que ce genre de douleur peut soulever. Super. Alors on y va. Cette fameuse fascite ou aponévropathie. Concrètement, c'est quoi? Ça touche quelle partie du pied exactement? Alors, il faut s'imaginer, sous la plante du pied, juste sous la peau, il y a une structure fibreuse. C'est d'une sorte de bande assez solide, assez épaisse. Ça, c'est la ponévrose plantaire. On dit aussi fascia plantaire. Elle part de l'os du talon, le calcanéum, c'est son nom scientifique, et elle va s'attacher jusqu'à la base des orteils. D'accord. Et elle sert à quoi, cette bande? Ah, elle est super importante. Elle soutient toute l'architecture du pied, la voûte plantaire. Un peu comme la corde d'un arc, si vous voulez. Ah oui, je vois l'image. Voilà. Et elle joue aussi un rôle d'amortisseur. Quand on marche, quand on court, elle absorbe une partie des chocs. Et alors, pourquoi ça fait mal? Fascite, ça fait penser à une inflammation, non? Avec le it à la fin? C'est vrai, c'est vrai. Historiquement, on a longtemps pensé que c'était principalement une inflammation, d'où le nom. Mais en fait, les recherches plus récentes montrent que c'est souvent plus compliqué que ça. C'est pas toujours une grosse inflammation aiguë. Souvent, c'est plutôt une sorte d'usure progressive du tissu, comme si la bande était fatiguée, quoi. Des micro-lésions, des petites déchirures, les fibres qui se désorganisent un peu, tout ça à force d'être trop sollicité, de subir trop de tension. D'accord. C'est pour ça que certains spécialistes, maintenant, préfèrent utiliser des termes comme aponévropathie. Pathie, ça veut dire souffrance du tissu, ou même fasciose plantaire, avec os qui évoque plutôt une dégénérescence. C'est moins une inflammation qu'un processus d'usure, en gros. Ok, je comprends mieux. C'est le tissu qui souffre à cause de tensions répétées. Mais qu'est-ce qui provoque cette tension excessive? Qui est le plus à risque? Philippe, par exemple, il court beaucoup. Est-ce que ça, c'est un facteur? Ah oui, clairement. La course à pied, c'est un facteur de risque bien connu. Surtout si on court sur des surfaces très dures ou si on augmente son entraînement trop vite, trop fort. C'est ce qu'on appelle la sursollicitation mécanique. Mais attention, ça ne touche pas que les sportifs, loin de là. Ah bon? Ben oui, prenez Mohamed. S'il travaille debout toute la journée, peut-être sur un sol dur comme du béton, du carrelage, eh bien, cette station debout prolongée, ça met aussi la ponévrose sous tension constante. D'accord. Donc l'activité physique intense, mais aussi le fait de rester debout longtemps, il y a d'autres choses? Oui, oui, plusieurs autres éléments entrent en jeu. Le poids, par exemple. C'est logique. Plus on pèse lourd, plus la charge sur les pieds est importante à chaque pas. Même un surpoids modéré peut faire une différence. Et les chaussures? J'imagine que ça compte. Énormément. Le type de chaussures, c'est crucial. Des chaussures qui sont déjà bien usées, qui n'amortissent plus rien. Des chaussures trop plates, sans aucun soutien pour la voûte. Ou à l'inverse, des talons très hauts, portés souvent, comme Nathalie peut-être. Tout ça, ça peut perturber la mécanique du pied. Même marcher pieds nus? Oui, pour certaines personnes, marcher très souvent pieds nus sur des sols durs à la maison, ça peut aussi contribuer au problème. Et Martine nous disait qu'elle a les pieds plutôt creux. La forme du pied, ça joue un rôle? Absolument. La structure même du pied, c'est important. Avoir les pieds plats, par exemple, ou la voûte s'affaisse, ou au contraire, comme Martine, des pieds très creux. Ça change la façon dont les pressions se répartissent sous le pied. Et ça peut augmenter le stress sur la ponévrose, à l'endroit où elle s'attache au talon. Et puis, il y a un autre facteur très fréquent, la raideur musculaire. Ah oui, quel muscle? Surtout les muscles du mollet. Le triceps sural, comme on l'appelle. Ces muscles sont reliés au talon par le tendon d'Achille. S'ils sont raides, s'ils manquent de souplesse, eh bien, ils tirent en permanence sur le talon. Et cette tension se répercute directement sur la ponévrose plantaire. D'accord. Et ça peut être lié au manque d'activité, cette raideur? Oui, un mode de vie plus sédentaire peut y contribuer. Et on remarque aussi que c'est un problème qui touche plus souvent les adultes, disons entre 40 et 60 ans. C'est la tranche d'âge la plus fréquente. Très clair tout ça.
Une dernière chose sur les causes, on entend souvent parler de l'épine calcanéenne, cette petite pointe osseuse qu'on voit parfois sur les radios. C'est elle qui fait mal, c'est la coupable. Excellente question, parce que ça, c'est vraiment une source de confusion fréquente. Alors l'épine calcanéenne, c'est effectivement une petite excroissance d'os qui peut se former sur le calcanéum, l'os du talon, pile à l'endroit où l'aponévrose vient s'insérer. On la voit souvent sur les radios des gens qui ont mal au talon, c'est vrai. Mais, et c'est ça le point clé, on la trouve aussi chez plein de gens qui n'ont absolument aucune douleur. Ah, d'accord. En réalité, l'épine elle-même, elle est très rarement la cause directe de la douleur. On la considère plutôt comme une conséquence en fait. Un signe que l'aponévrose tire sur cet os depuis longtemps. C'est une sorte de réaction l'os à cette tension chronique. Donc c'est pas elle qui pique. Non, généralement pas. Le message important, c'est il ne faut pas se focaliser sur cette épine qu'on voit à la radio. Le vrai problème, il est dans l'aponévrose elle-même, dans son usure, sa tension. Compris. L'épine, c'est plus un témoin qu'un coupable. Alors justement, cette douleur de l'aponévropathie, comment elle se manifeste? C'est quoi les signes typiques? Le symptôme le plus caractéristique, vraiment le plus classique, c'est une douleur assez vive. Parfois, les gens décrivent ça comme une piqûre, ou comme s'ils marchaient sur un clou ou un caillou pointu. Et elle est située juste sous le talon, souvent un petit peu vers l'intérieur du pied. Mais c'est vraiment sous le talon. Et quand est-ce qu'elle est la plus forte? Ah, le moment typique, c'est le matin, les tout premiers pas en sortant du lit. Ça, c'est souvent le moment le plus difficile de la journée pour les personnes qui en souffrent. Et on peut avoir la même chose après être resté assis un moment, par exemple au bureau ou dans le canapé. Quand on se relève, les premiers pas sont raides et douloureux. La fameuse douleur de démarrage. C'est ça. Et après ces premiers pas difficiles, ça évolue comment? Toujours, à quelques limites de marche, la douleur a tendance à s'atténuer un peu. Comme si le pied avait besoin de se dérouiller, que l'aponévrose s'assouplissait. D'accord. Par contre, la douleur peut revenir plus tard dans la journée, surtout si on marche beaucoup, si on reste longtemps debout, ou après avoir fait du sport ou une activité physique un peu intense. Elle peut aussi parfois irradier un peu le long de la plante du pied. C'est une description très parlante. Si Mohamed, par exemple, ressent exactement ça, comment on peut être sûr que c'est bien une aponévropathie plantaire? Il faut faire des examens compliqués, des scanners? En général, non, pas au début en tout cas. Le diagnostic, il est avant tout clinique. Ça veut dire qu'il se base sur ce que la personne raconte, ses symptômes, et sur l'examen que le médecin va faire. L'écoute attentive, c'est la clé. Où est la douleur exactement? Quand est-ce qu'elle apparaît? Surtout le matin, ça c'est très important. Qu'est-ce qui l'aggrave? Qu'est-ce qui la soulage? Cette histoire de douleur au premier pas, c'est vraiment très très évocateur. Et à l'examen, le médecin fait quoi? Il va palper doucement la zone sous le talon. Et typiquement, il va trouver un point très précis, très sensible à la pression, juste à l'endroit où l'aponévrose s'accroche sur l'os. Parfois, on peut aussi accentuer un peu la douleur en demandant à la personne de relever les orteils vers le haut. Ça met l'aponévrose en tension et ça peut réveiller la douleur connue. D'accord. Et les examens d'imagerie alors? La radio, l'échographie, c'est utile quand même. Pas forcément tout de suite. Si l'histoire est typique et que l'examen confirme, on peut souvent poser le diagnostic sans avoir besoin d'images. Une radio, ça peut être demandé parfois pour éliminer d'autres soucis osseux, comme une fracture de fatigue, même si c'est rare là, ou pour voir s'il y a la fameuse épine, mais bon, on a vu que ça ne changeait pas grand-chose. Et l'échographie? L'échographie, ça peut être intéressant si on a un doute, ou si la douleur ne s'améliore pas comme prévu avec les premiers traitements. L'écho permet de bien voir l'aponévrose, on peut mesurer son épaisseur, souvent elle est épaissie, plus de 4 mm, et voir si sa structure interne est modifiée, un peu moins noire, moins régulière. Ça confirme bien l'aponévropathie. Et l'IRM? L'IRM, c'est encore plus rare. On la réserve vraiment aux cas plus compliqués quand on suspecte autre chose ou si on n'est pas sûr du diagnostic. Parce qu'il faut quand même penser qu'il peut y avoir d'autres causes de douleur au talon. Une tendinite du tendon d'Achille juste au-dessus, une bursite, c'est une petite poche de liquide enflammé, ou même parfois un problème de nerf coincé. Ok. Donc le diagnostic, c'est beaucoup l'écoute et l'examen clinique. Alors une fois qu'on est raisonnablement sûr du diagnostic, disons pour Nathalie, comment on s'y prend pour traiter ça? Par quoi on commence? Il y a des choses qu'elle peut faire elle-même à la maison? Oui, absolument. Et c'est même par là qu'il faut toujours commencer. La base du traitement, ce sont des mesures simples, ce qu'on appelle la première ligne. Ce sont des choses que la personne peut faire elle-même et qui sont souvent très efficaces. La toute première chose, c'est ce qu'on appelle la gestion de la charge. Ça veut dire, tout simplement, réduire temporairement ce qui fait mal au pied. Lever le pied, quoi. Exactement, lever le pied au sens propre. Moins de courses si on court, moins de temps passé debout si c'est ça le problème, éviter les sauts. Et un truc très important,
évitez de marcher pieds nus sur les sols durs. À la maison, le carrelage, le parquet. C'est mieux de porter des chaussures d'intérieur ou des pantoufles qui offrent un minimum de soutien et d'amorti. D'accord, gérer la charge. Et ensuite? Les chaussures de tous les jours, c'est le deuxième point essentiel. Le chaussage. Il faut vraiment faire attention à porter des chaussures confortables, idéalement avec un bon amorti au niveau du talon et un soutien correct pour la voûte plantaire. C'est peut-être le moment de faire le tri dans ces chaussures et de mettre de côté celles qui sont trop vieilles, trop plates ou trop usées. Et les étirements? On en entend beaucoup parler. Fondamental. C'est le troisième pilier du traitement de base. Il faut étirer régulièrement, et surtout deux zones principales. D'abord, l'aponévrose plantaire elle-même. Il y a un exercice très simple. On s'assoit, on pose la cheville de la jambe douloureuse sur le genou opposé. On attrape les orteils avec la main, et on les tire doucement vers soi, vers le tibia. On doit sentir une tension sous la plante du pied. On maintient ça 20 ou 30 secondes, et on répète plusieurs fois. Ok. Étirer l'aponévrose. Et l'autre zone? L'autre zone cruciale à étirer, ce sont les muscles du mollet. On se met face à un mur, on recule la jambe douloureuse, bien tendue, le talon collé au sol. On avance l'autre pied, genou plié, et on se penche doucement vers le mur jusqu'à sentir l'étirement dans le haut du mollet. On tient 30 secondes. Ensuite, on fait presque la même chose, mais cette fois on plie légèrement le genou de la jambe arrière, en gardant toujours le talon au sol. Ça permet d'étirer un autre muscle du mollet, un peu plus profond. On tient aussi 30 secondes. Et ça, il faut le faire souvent. Ah oui, plusieurs fois par jour, tous les jours. La régularité, c'est ça qui paye pour les étirements. Très bien. Et à part ça, à la maison? Le froid, ça peut aider à calmer la douleur, surtout après avoir été actif. Un truc simple, prendre une petite bouteille d'eau en plastique, la remplir d'eau, la mettre au congélateur. Une fois qu'elle est gelée, on la fait rouler doucement sous la plante du pied, pendant 5 à 10 minutes. Pas bête, la bouteille d'eau glacée. Voilà. Et puis, bien sûr, si la personne est en surpoids, essayez de perdre quelques kilos. Ça peut vraiment soulager les pieds en diminuant la charge qu'ils supportent. Ok, ça fait déjà pas mal de choses à mettre en place. Mais imaginons que Mohamed, il applique tout ça sérieusement pendant, 6 semaines, 2 mois. Et il a toujours mal. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, si ces mesures de base ne suffisent pas, on passe à ce qu'on appelle la deuxième ligne de traitement. Là, on a plusieurs options. Les semelles orthopédiques, qu'on appelle aussi orthèses plantaires, sont très souvent proposées. Faites sur mesure? Oui, idéalement faites sur mesure par un podologue après une analyse de la marche et du pied. Mais il existe aussi des semelles préfabriquées de bonne qualité. Le but, c'est de mieux soutenir la voûte, d'amortir le choc au talon et parfois de corriger des petits déséquilibres du pied. Ça soulage beaucoup de gens. Et la kinésithérapie? C'est utile? Oui, la kinésithérapie ou physiothérapie, c'est une aide très précieuse à ce stade. Le kiné va pouvoir s'assurer que les étirements sont bien faits, il va pouvoir proposer des exercices spécifiques pour renforcer progressivement les petits muscles du pied, les muscles de la jambe. Il peut aussi utiliser des techniques manuelles, comme des massages profonds de l'aponévrose ou du mollet. Et puis, il donne des conseils personnalisés pour gérer l'activité, reprendre le sport doucement. Parfois, il peut aussi proposer du taping. C'est un bandage adhésif spécial pour soutenir la voûte temporairement. D'accord. Et j'ai entendu parler d'attelles à mettre la nuit. Ça marche, ça? Oui, les attelles nocturnes. C'est une sorte de botte légère qui maintient le pied à angle droit ou même un peu relevé pendant qu'on dort. Et l'intérêt? L'intérêt, c'est d'éviter que l'aponévrose et le mollet ne se rétractent pendant la nuit. Ça permet de garder un étirement passif constant. Du coup, ça peut vraiment diminuer l'intensité de cette fameuse douleur des premiers pas le matin. C'est pas toujours très confortable au début, mais ça peut être une option intéressante à discuter. Et si ça persiste encore malgré tout ça? Il y a des traitements un peu plus costauds, les ondes de choc par exemple? Effectivement. Si l'aponévropathie devient chronique, c'est-à-dire qu'elle traîne depuis plus de 6 mois et qu'elle résiste au traitement de première et deuxième ligne, on peut envisager la thérapie par onde de choc extracorporelle, la TEC. Là, on utilise une machine qui envoie des ondes sonores de haute énergie, un peu comme des petites percussions, sur la zone douloureuse du talon. Le but, c'est de créer une sorte de réaction dans le tissu pour relancer le processus de guérison. Et ça marche bien là, hein? Les résultats sont variables. Certaines études montrent un bénéfice clair, d'autres sont plus mitigées. Ça dépend des gens. Ça peut être un peu douloureux pendant la séance, il faut le savoir, mais c'est une option qu'on propose souvent pour les cas tenaces, en général avant d'envisager les infiltrations. Justement, les infiltrations. Parlons-en. Si pour Martine, par exemple, rien n'a fonctionné jusque-là, est-ce que c'est une solution fréquente?
Les infiltrations, on les considère plutôt comme un traitement de troisième ligne, c'est-à-dire qu'on y pense vraiment quand les autres approches, bien suivies pendant plusieurs mois, n'ont pas donné de résultats satisfaisants. L'infiltration la plus classique, c'est celle de corticoïdes, la cortisone. Ça peut être efficace pour réduire la douleur, surtout à court terme, disons pendant quelques semaines. Ça agit sur l'inflammation locale, s'il y en a. On pique directement dans le talon, hein. Oui, on injecte le produit au niveau de l'insertion de la ponévrose. Pour être sûr d'être au bon endroit et pour plus de sécurité, on fait ça de plus en plus souvent sous contrôle échographique. Mais il faut savoir que l'effet est souvent temporaire. Et puis, il y a des petits risques potentiels, même s'ils sont rares, surtout si on répète les injections. Ça peut fragiliser un peu la ponévrose ou même amincir le petit coussinet graisseux qui protège le talon. Donc, on ne fait pas ça à la légère. D'accord. Et le PRP, là? Ce truc avec le sang? Ah oui, le plasma riche en plaquettes, le PRP. C'est une technique plus récente. Le principe, c'est de prendre un peu de sang de la personne, de le passer dans une centrifugeuse pour isoler et concentrer les plaquettes. Ce sont des cellules du sang qui contiennent plein de facteurs de croissance. Et ensuite, on réinjecte ce concentré de plaquettes directement dans la zone abîmée de la ponévrose. L'idée, c'est de booster la réparation naturelle du tissu grâce à ces facteurs de croissance. C'est mieux que la cortisone, non? C'est différent. L'avantage, c'est que c'est le propre sang de la personne, donc il n'y a pas de risque d'allergie ou de rejet. C'est une approche plus biologique. Par contre, les preuves scientifiques solides de son efficacité sont encore un peu moins nombreuses que pour la cortisone, même si c'est prometteur pour les problèmes chroniques de tendons et d'aponévrose. Et c'est souvent plus cher et pas toujours remboursé. C'est vraiment une option à discuter au cas par cas avec le médecin pour les formes résistantes. Et la chirurgie dans tout ça? On en arrive souvent à devoir opérer? Heureusement non, c'est vraiment très rare. La chirurgie qui consiste le plus souvent à couper une petite partie de la ponévrose pour diminuer la tension, on appelle ça une fasciotomie, eh bien on la réserve aux cas extrêmes. C'est pour les gens qui ont une douleur très invalidante, qui dure depuis très longtemps, souvent plus de 6 mois voire 1 an, et chez qui absolument aucun des traitements conservateurs, bien menés, n'a fonctionné. Comme la grande majorité des cas finissent par s'améliorer avec le temps et les traitements non chirurgicaux, on opère vraiment qu'en tout dernier recours. Ouf. Bon, tout ça, ça prend du temps, visiblement. Combien de temps il faut compter pour guérir en moyenne? 1. C'est la question à 1 million de dollars. Et la réponse est « ça dépend ». C'est très variable d'une personne à l'autre. Le mot-clé, c'est vraiment la patience. Pour certains, avec les mesures de base bien suivies, ça peut s'améliorer en quelques semaines. Mais pour d'autres, surtout si le problème est là depuis longtemps, ça peut prendre plusieurs mois. Parfois 6 mois, 9 mois, même 1 an avant de sentir une amélioration vraiment nette. 1 an? Quand même? Oui, ça peut être long. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. La persévérance dans les traitements, surtout les étirements quotidiens, c'est essentiel. Et il faut savoir aussi qu'une fois guéri, le problème peut revenir si on ne fait pas attention. Une récidive, c'est possible. D'accord. Patience et persévérance, donc. Alors, imaginons que le talon de Philippe, notre coureur, aille enfin mieux. Qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter que ça recommence? Comment on prévient les récidives? La prévention, c'est crucial pour éviter que ça revienne. Plusieurs choses. Premièrement, continuer à bien se chausser. Choisir des chaussures adaptées à son sport, à ses activités, avec un bon amorti, un bon soutien. Et penser à les remplacer régulièrement avant qu'elles soient complètement usées. Et les étirements? On arrête une fois qu'on n'a plus mal? Surtout pas. Il faut poursuivre les étirements des mollets et de la ponévrose. Peut-être pas aussi souvent qu'en pleine crise, mais de façon régulière. Pour un sportif, c'est bien de les intégrer dans sa routine, avant et après l'effort. Ensuite, si le poids était un facteur déclenchant, c'est important de maintenir un poids santé sur le long terme. Et pour la reprise du sport? Pour les sportifs comme Philippe, la reprise de l'entraînement doit être très progressive. On n'y retourne pas comme avant du jour au lendemain. Il faut augmenter tout doucement la distance, la durée, l'intensité. Bien s'échauffer. Et surtout, être à l'écoute de son corps. Ne pas forcer si une douleur réapparaît. Et enfin, si des problèmes de pied spécifiques avaient été identifiés et corrigés par des semelles, il est souvent conseillé de continuer à les porter. Au moins pendant les activités qui sollicitent beaucoup les pieds. Parfait. C'est très concret tout ça. Alors, si on devait résumer les points vraiment essentiels à retenir, cette douleur sous le talon, l'aponévropathie plantaire, c'est donc lié à une sorte d'usure, de surtension de cette bande fibreuse qui soutient notre pied. Le signe typique, c'est souvent cette douleur vive le matin au premier pas. Pour savoir si c'est ça, le médecin se base beaucoup sur ce qu'on lui raconte et sur son examen.
Et le traitement commence toujours par des choses simples, mais hyper importantes. Adapter ses activités, bien choisir ses chaussures, faire très sérieusement et régulièrement les étirements des mollets et de la plante du pied, et utiliser le froid pour soulager. Exactement. Si ça coince, il y a d'autres options, les semelles, la kiné, peut-être les ondes de choc ou, en dernier recours, les infiltrations. Mais ça vient plus tard. Et le maître mot, c'est la patience. C'est tout à fait ça. Bien comprendre ce qui se passe et agir sur les facteurs de risque qu'on peut modifier soi-même, c'est vraiment la clé. Et peut-être juste une petite dernière piste de réflexion pour ouvrir un peu. Faut pas oublier que le pied, il ne fonctionne pas tout seul, isolé du reste. Il est connecté à toute la jambe, à la hanche, au dos. Parfois un manque de souplesse, un petit blocage ou un déséquilibre un peu plus haut au niveau de la cheville, du genou, de la hanche, ça peut modifier la façon dont on marche ou dont on court. Et ça peut indirectement surcharger la ponévrose sans qu'on s'en rende compte. Ah oui, intéressant. Donc, si une douleur au talon traîne vraiment malgré un traitement local bien fait, ça peut parfois valoir le coup de regarder un peu plus haut, de vérifier s'il n'y a pas un petit quelque chose à régler à l'étage supérieur, comme on dit. Voilà une perspective globale très intéressante pour terminer. Merci beaucoup pour toutes ces explications claires. Avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration.